Très bien, nous allons donc démarrer cette séance. Bonsoir à toutes et tous, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Notre commission est réunie ce soir pour procéder à l'examen de la proposition de résolution européenne relative à l'adoption et à la mise en œuvre d'exigences à l'importation pour le respect de normes de production équivalentes aux normes de production essentielles en matière de santé, d'environnement, de biodiversité et de bien-être animal applicables dans l'Union européenne. Je précise que cette proposition de résolution a été adoptée et modifiée le 5 novembre dernier lors de son examen par la Commission des affaires européennes sur le rapport de notre collègue Dominique Potier. C'est donc le texte adopté par la Commission des affaires européennes qui est désormais soumis à notre commission, qui a désigné le 12 novembre dernier Madame Mélanie Thomain, rapporteure sur cette proposition de résolution. Je rappelle que si nous l'adoptons, son inscription à l'ordre du jour de la séance publique pourra, le cas échéant, être demandée en conférence des présidents dans les 15 jours suivant le dépôt du rapport de notre commission. Ce sujet est évidemment une question sensible puisqu'elle touche à l'équilibre des relations commerciales entre l'Union européenne et les pays tiers, dans un contexte où nous souhaitons, quelles que soient les évolutions politiques chez nos partenaires, éviter la concurrence déloyale de pays où les entreprises ne respectent pas un minimum de règles sociales ou environnementales. Nous devons nous garder évidemment de toute naïveté et de toute faiblesse à l'égard des pratiques économiques et commerciales de certains États, car ce qui est en jeu, c'est non seulement le développement durable, mais aussi la préservation de notre production et de nos emplois, ici, aujourd'hui et demain, en France et en Europe. Et nombreux sont les exemples qui sont déjà aujourd'hui impactés, des exemples de production impactés par l'absence de clauses miroirs. Sur ce texte, nous serons donc saisis de 16 amendements et un sous-amendement ou 2 sous-amendements sur cette proposition de résolution européenne. Nous débuterons donc, comme d'habitude, par la discussion générale sur ce texte. Je cède la parole à notre rapporteure pour avis, Madame Thomain, après quoi nous entendrons les orateurs de groupe, chacun pour 3 minutes maximum, afin de laisser au moins 1 minute pour leur répondre aussitôt, puis les orateurs individuels pour 1 minute par question, en invitant la rapporteure à répondre, là aussi, aussitôt à chacun d'entre eux, et du coup en temps limité, en tout cas ce que les orateurs vous laisseront comme temps, Madame la rapporteure. Je vous donne tout de suite la parole. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, effectivement, j'essaierai de faire du mieux que je peux pour respecter les délais contraints, d'autant plus que nous siégeons en soirée après le long débat autour du vote consultatif dans l'hémicycle. Et donc, il me semble important que nous puissions directement aller à l'essentiel. Donc, je souhaite vous rappeler que je suis avant tout heureuse de m'exprimer devant vous ce soir afin de vous présenter la proposition de résolution européenne du groupe socialiste visant à imposer aux exportateurs des pays tiers des exigences équivalentes à celles qui s'imposent à nos filières agricoles. Ce travail, c'est le fruit de l'engagement commun de l'ensemble du groupe socialiste et apparenté, et plus particulièrement de mon collègue Dominique Potier, que je souhaite ici saluer et qui fut à l'origine de la proposition de résolution qui est déjà passée devant la Commission des affaires européennes. Alors pourquoi cette proposition de résolution ? Nous en avons déjà longuement débattu cet après-midi. La très grande majorité d'entre nous s'oppose à la perspective d'une conclusion de l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. En témoigne en particulier cette opposition très large à ce traité lors du vote consultatif de tout à l'heure. Cette adoption signerait un nouveau coup dur pour nos filières agricoles, alors même que le mouvement de janvier 2024 nous a rappelé les souffrances que rencontrent nos agriculteurs. Ces souffrances, chers collègues, sont liées à des facteurs multiples, au premier rang desquels figurent les distorsions de concurrence. Pour celles d'entre vous qui ont eu l'occasion d'aller sur les barrages d'agriculteurs, effectivement, ça fait partie des premiers sujets que l'on entend auprès du monde agricole. Alors, notre proposition de résolution européenne, en se fondant sur des échanges avec les représentants du monde agricole et des filières, en identifie différents types.
D'abord, l'agriculture française souffre de distorsions de concurrence au sein même du marché européen, en raison de l'absence d'harmonisation de certaines normes environnementales et sanitaires. Ensuite, des doubles standards inacceptables perdurent dans nos échanges avec l'extérieur. Ainsi, la Commission européenne accepte que certains produits importés contiennent des substances interdites sur le sol européen au titre de tolérance à l'importation, les fameux LMR. En troisième lieu, l'Union européenne refuse encore de recourir aux mesures miroirs et de les généraliser dans ses échanges avec l'extérieur, alors même que nous savons qu'elles sont un puissant levier de réduction des distorsions de concurrence. Enfin, des situations anormales qui nous sont rappelées régulièrement par les agriculteurs perdurent encore. Par exemple, le règlement sur les indications d'origine ne couvre pas l'intégralité de nos productions et permet que seule la mention UE ou non ou hors UE figure sur les denrées agricoles et alimentaires. Pour reprendre les termes de mon collègue rapporteur Dominique Potier, nous proposons de mettre en place une solution clé en main à ces distorsions qui constitueraient le cœur de notre proposition de résolution. Cette solution, elle est simple et elle se décline en deux volets. D'une part, nous souhaitons que l'Union démultiplie le nombre des mesures miroirs existantes et les étende à de nouveaux domaines, en particulier sanitaires, sociaux, environnementaux ou encore relatifs au bien-être animal. D'autre part, nous proposons d'inverser la charge de la preuve du respect de ces nouvelles mesures miroirs au moment de l'entrée des produits dans l'Union européenne. Concrètement, les opérateurs économiques qui exportent vers l'Union européenne auraient l'obligation de faire certifier leurs conditions de production et de transformation par un organisme tiers, lui-même agréé, assermenté par l'Union européenne. J'ai également souhaité rappeler dans cette proposition de résolution européenne deux enjeux qui m'apparaissent particulièrement essentiels dans le contexte politique. Tout d'abord, je suis convaincue que le principe des mesures miroirs doit être étendu au domaine social et trouver à s'appliquer pour toutes les normes fondamentales que reconnaît l'Union en matière de conditions de rémunération, d'emploi ou d'organisation collective. C'est l'honneur de l'Europe que d'être le phare des valeurs humanistes et du progrès humain. Il ne faut jamais qu'elle y renonce. En second lieu, je défends ardemment l'idée que si une harmonisation des normes est nécessaire au sein même du marché européen, celle-ci doit se faire au bénéfice des standards les plus élevés et les plus protecteurs pour la santé humaine et environnementale. Ce point-là me semble particulièrement indiscutable. Mais le risque d'une adoption prochaine du Mercosur doit nous ramener à la réalité et doit également nous pousser à aller plus loin. En accroissant le volume d'importation à bas prix, l'adoption de l'accord UE-Mercosur aurait d'importantes conséquences sur les revenus des agriculteurs et des acteurs de l'industrie de l'agroalimentaire, particulièrement au sein des filières les plus à risque que j'ai eu l'occasion d'auditionner, en particulier celle du maïs, de la viande bovine, de la volaille ou encore de la betterave et du sucre. Permettez-moi à cet égard de prendre deux exemples symboliques. Avec le Mercosur, le débouché pour le sucre français sera diminué de 190 000 tonnes. C'est l'équivalent de la production d'une usine française et autant d'emplois qui disparaîtront. Les spécialistes du secteur du bétail et de la viande estiment quant à eux que l'adoption du Mercosur conduirait à la disparition de 37 000 emplois directs et indirects dans la filière, en raison notamment de l'accélération de la chute de la production française. Aussi, je me félicite de voir que la Commission des affaires européennes a souhaité rappeler avec force qu'il était nécessaire que nous nous opposions à toute scission du Mercosur. Une telle scission, qui consisterait en la séparation de l'accord d'association en un accord commercial relevant exclusivement de la compétence de la Commission européenne, laquelle pourrait alors s'affranchir du vote des États membres, et ce serait évidemment un désaveu démocratique. Elle entrerait en contradiction absolue avec le mandat de négociation initial donné par le Conseil à la Commission européenne et porterait atteinte aux droits des États membres qui ont consenti de bonne foi à l'ouverture de ces discussions. Je souhaite rappeler à cet égard que le succès du projet européen tient depuis son origine à la capacité des États membres à prendre des décisions par voie de consensus, dans le respect du dialogue et de l'écoute des besoins de chacun. Sur une décision aussi fondamentale que celle de l'adoption de l'accord sur le Mercosur,
le contournement de l'expression souveraine des États membres constituerait un dangereux précédent, néfaste non seulement à la souveraineté alimentaire, mais encore pour la qualité du débat démocratique en Europe. Chers collègues, j'en termine. Je vous invite donc à soutenir cette proposition de résolution européenne essentielle pour nos filières agricoles. Mais avant de terminer mon propos, je souhaite aussi rappeler l'expression qui a été celle de la ministre Primas, ministre du Commerce extérieur, tout à l'heure lorsque nous étions en séance dans l'hémicycle, qui s'est engagée à soutenir le renforcement des mesures miroirs. Elle a d'ailleurs pris un engagement, celui de porter ce combat dans la coalition actuelle qui s'oppose au Mercosur. Je considère par cette expression que cela est aussi un signe ou un message apporté directement au débat qui aura lieu ce soir au sein de notre commission des affaires économiques. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Il est vrai qu'alors même que notre Assemblée vient de se positionner tout à l'heure contre l'accord de Mercosur, cette proposition vient évidemment compléter et renforcer la volonté de notre pays, dans sa grande majorité, de renforcer les clauses miroirs. Donc nous allons débattre de ce sujet et pour ce faire, je donne la parole à la première oratrice de groupe pour le Rassemblement national, Madame Hélène Laporte. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, chers collègues. Les clauses miroirs, depuis 2019 et la conclusion par les négociateurs de l'Union européenne du Mercosur d'un projet d'accord que personne en France ne peut raisonnablement cautionner, ce terme il est omniprésent dans le débat public. Il traduit en droit international une idée relevant plus du plus élémentaire bon sens. Il est incohérent et profondément inique d'autoriser l'importation de biens produits dans des conditions que nous interdisons sur notre sol. En effet, comment admettre qu'un agriculteur européen qui doit respecter sur sa production un niveau d'exigence parmi les plus élevés au monde, probablement même le plus élevé, se voit contraint d'affronter la concurrence d'un homologue établi ailleurs dans le monde et bénéficiant d'un cadre bien plus permissif? C'est pourtant le cas aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui les bons élèves de la planète en matière d'encadrement administratif de son exploitation, d'interdiction, de limitation de l'usage de produits phytosanitaires ou d'antibiotiques, de normes de protection de l'environnement et de bien-être animal. Et selon un étonnant paradoxe, par une politique idéologique menée de façon constante par la Commission européenne, nous sommes également devenus les champions d'un libre-échange subi et du tabou du protectionnisme au gré des plus de 40 accords commerciaux conclus avec le monde entier. En pleine période de retour dans l'actualité de la menace d'une ratification de l'accord Union européenne-Mercosur, la présente proposition de résolution vise à inviter le gouvernement à soutenir auprès de la Commission européenne la mise en œuvre d'exigences à l'importation pour garantir des normes de production équivalentes entre les marchés produits ici de l'agriculture européenne et ceux qui sont importés sur notre marché. Parce qu'il est inenvisageable de manifester à nos agriculteurs une quelconque ambiguïté quant à notre refus absolu de la concurrence déloyale qui déstabilise l'ensemble de leur filière, nous soutiendrons évidemment cette proposition de résolution. Toutefois, la lucidité nous impose de rappeler qu'il est malheureusement illusoire de prétendre imposer des mesures miroirs effectives face à des partenaires commerciaux ne garantissant aucune traçabilité fiable des conditions de production des denrées qu'ils exportent. En témoigne le système autodéclaratif intégré à l'accord avec le Mercosur qui n'apporte aucune protection sérieuse des intérêts de nos producteurs. En réalité, la seule position pleinement cohérente avec l'objectif de concurrence non faussée que nous revendiquons, c'est le rejet de tout accord comprenant des allègements et suppressions de droits de douane pour l'importation de produits qui ne répondent pas à nos normes et la révision ou la dénonciation des accords existants problématiques à cet égard. C'est ainsi et seulement ainsi que nous permettrons à nos agriculteurs de vivre dignement de leur métier. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Oui, je vous remercie pour votre intervention, Madame la députée. Effectivement, la protection des producteurs, des exploitants agricoles dans notre pays, c'est évidemment une ambition partagée. D'abord, dans ces phénomènes de concurrence déloyale avec des pays tiers comme ceux du Mercosur, c'est vrai, nous avons ici une grande occasion politique de rappeler cette absolue nécessité pour la France de davantage protéger le monde agricole. Et puis, par ailleurs,
ailleurs, il faut le dire aussi, c'est l'une des mesures que nous examinons ce soir. Il s'agit d'harmoniser les règles face aux concurrences intra-européennes. Parce que cela aussi, quand on auditionne les filières ou quand on discute avec les agriculteurs dans nos circonscriptions, c'est un sujet important qui fait partie aujourd'hui de ces concurrences déloyales desquelles sont victimes les agriculteurs français. Vous avez sans doute raison de rappeler également que le système actuel, en tout cas le système de protection des agriculteurs au sein de l'Union européenne est particulièrement inefficace. Il y a des rapports qui l'ont rappelé. Les mesures miroirs qui existent aujourd'hui sont a priori inefficaces ou insuffisantes. Elles ne sont pas efficientes. C'est ce que disent les rapports. Et donc tout simplement ce que nous proposons ici à travers cette proposition de résolution européenne, eh bien, c'est tout simplement de renforcer ces mesures miroirs afin de les rendre plus efficientes et d'aller sur un spectre beaucoup plus large, c'est-à-dire notamment explorer le champ de la protection sociale, sanitaire et environnementale. Et je termine juste avec un point, ne pas confondre clause et mesures miroirs, parce que ce n'est pas la même chose. Nous ne portons pas ces mesures dans les circonstances d'un seul traité, mais bien des mesures universelles pour la protection de l'Union européenne. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Vous pouvez, lorsque vous n'avez pas terminé votre réponse, reprendre sur la question suivante. Donc, l'orateur suivant pour Ensemble pour la République, Stéphane Vogetta. Merci Madame la Présidente et Madame la rapporteure. Je vais ouvrir mon propos en remerciant également notre collègue Dominique Potier, dont les travaux et la plume nous permettent ce soir de débattre de cette proposition de résolution. Le commerce et le libre-échange nous obligent donc à nous présenter au monde sous notre meilleur jour. En ce sens, ils peuvent être une source de prospérité, de croissance et d'innovation. Cependant, une société comme la nôtre ne peut s'épanouir pleinement dans ce système que si celui-ci respecte ses principes, et notamment ceux de justice et de réciprocité. Et s'il y a bien un secteur dans lequel ces principes ne peuvent pas être ignorés, c'est l'agriculture, pilier de notre souveraineté alimentaire, mais aussi de notre patrimoine culturel. La proposition de résolution que nous examinons ce soir vise justement à demander l'établissement d'un équilibre nécessaire en exigeant que les produits importés respectent des normes équivalentes à celles que nous imposons à nos producteurs européens. Ces normes, qu'elles concernent la santé, l'environnement ou le bien-être animal, ne sont pas uniquement des contraintes. Elles incarnent aussi une exigence, celle de nos valeurs et de nos engagements envers une transition écologique et sociétale. À titre d'exemple, l'accord entre l'Union européenne et le marché commun d'Amérique du Sud illustre les défis auxquels nous sommes confrontés. Car cet accord pourrait être source de débouchés et sécuriser certains marchés, notamment dans l'automobile, la viticulture ou les produits IGP, tout en renforçant notre approvisionnement en matières premières stratégiques, le soja, les minerais, matériaux rares, biocarburants, eh bien, il manque malheureusement d'équité dans sa version actuelle. En particulier, en matière agricole, il tolère notamment des pratiques incompatibles avec nos standards, avec les standards européens de production, et menacerait de fragiliser nos agriculteurs, déjà soumis à une forte pression concurrentielle, et aux normes sanitaires et éthiques les plus élevées au monde. Le groupe Ensemble pour la République ne s'oppose pas à tout accord de libre-échange dans l'absolu. Avec des États-Unis de plus en plus protectionnistes et une Chine protectionniste par défaut, nous devrons bien trouver des pays avec lesquels échanger et faire croître notre agriculture et nos industries qui vivent et prospèrent sur la base de leur capacité d'exportation. A fortiori, avec des pays qui partagent nos valeurs démocratiques. N'oublions jamais que sur 5 jours travaillés par semaine par tout salarié français, une de ces journées est consacrée directement ou indirectement à l'exportation. Dans ce contexte, nous ne pouvons pas nous permettre d'être bêtement protectionnistes. L'accord CETA avec le Canada, un pays au degré de développement et de normes similaires à ceux de l'Union européenne, n'était pas un danger pour notre agriculture. Au contraire, il a créé des opportunités. Nous ne nous abaissons donc pas aux réflexes protectionnistes parfois pavloviens dont souffrent certains parmi nous. Réflexes qui les amènent à s'opposer sans nuance à tout ce qui ressemble à un accord commercial. Donc non au rejet systématique, mais oui à la mise en œuvre de clauses miroirs notamment, oui au respect des normes environnementales et sanitaires européennes, oui à la clause suspensive relative à l'accord de Paris, car tous sont des prérequis indispensables pour tout accord futur. Comme vous l'avez compris, le groupe EPR soutient cette résolution et ce faisant, nous souhaitons renforcer la crédibilité de la France et de l'Europe comme défenseurs d'un commerce international libre et juste.
alignée avec nos impératifs et ambitions environnementales. Le groupe EPR, avec cohérence et ambition, votera donc pour cette proposition qui réaffirme notre attachement à un libre-échange équitable et durable. Je vous remercie. Eh bien, Madame la rapporteure, pour le peu de temps qu'il vous reste. 30 secondes. Un petit peu plus. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, peut-être que pour vous répondre brièvement, rappeler effectivement notre fierté de débattre de ce sujet, de la fierté aussi de produire de nos agriculteurs dans le pays. L'agriculture, c'est un pilier de notre souveraineté alimentaire. Et cette souveraineté alimentaire, elle constitue aussi une part de nos intérêts vitaux, les intérêts vitaux de notre nation. Pouvoir s'alimenter correctement dans notre pays et permettre aux Français de pouvoir accès à l'alimentation dans de bonnes conditions. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a un combat à l'échelle européenne qui consiste à ne pas confondre nos intérêts économiques avec nos intérêts vitaux. Et justement, l'agriculture est sans doute dans cette partie intéressante que constitue, vous voyez, toute la sensibilité autour des intérêts vitaux et la défense, voilà, de notre souveraineté alimentaire. Elle en fait partie. Donc, l'agriculture, elle est dans cet équilibre fragile qu'il faut aujourd'hui préserver. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Pour le groupe LFI, Laurent Alexandre. Madame la Présidente, chers collègues, conséquence des promesses gouvernementales non tenues, la colère du monde agricole est de nouveau d'actualité. Dans mon département de l'Aveyron, l'élevage représente 78% de la production agricole. L'âge moyen des chefs d'exploitation augmente année après année. L'Aveyron illustre les deux grands défis de notre agriculture, le renouvellement des générations et la souveraineté alimentaire. Vous connaissez nos principales propositions pour y faire face. Garantir des prix rémunérateurs aux paysans et protéger nos producteurs de la concurrence déloyale. Au contraire, la Commission européenne s'obstine à négocier des traités de libre-échange géants où notre production agricole est abandonnée. Par contre, les productions industrielles allemandes et leurs voitures, elles, sont très bien défendues. Cette proposition de résolution européenne du groupe PS vise à instaurer des dispositions pour des échanges agricoles plus justes dans le cadre de ces traités. Il s'agit notamment d'imposer des normes à l'importation équivalentes aux normes de production à l'intérieur de l'Union européenne. C'est heureux, mais ce n'est pas suffisant pour plusieurs raisons. D'une part, car les normes environnementales européennes sont elles-mêmes insuffisantes. Or, je rappelle qu'un dumping social existe aussi entre les pays européens eux-mêmes et la proposition d'harmonisation entre les pays européens contenue dans cette PPRE semble très hypothétique. En outre, l'excessive confiance de cette PPRE dans les clauses miroirs est un défaut, car cela revient à considérer que la distorsion de concurrence s'arrêterait aux frontières de l'Union européenne, dont le modèle serait vertueux. Ce n'est pas le cas. De plus, nous savons que les clauses miroirs sont inefficaces et contournables. Cette PPRE n'a pas vocation à traiter des accords de libre-échange qui sont au cœur de l'actualité, mais nous devons veiller à refuser d'aller plus loin dans le libre-échange. C'est pourquoi nous proposons que cette PPRE soit plus ambitieuse et d'en modifier la rédaction pour s'opposer catégoriquement à tout accord UE-Mercosur. L'objectif principal de la France devrait plutôt être de diminuer notre dépendance alimentaire à l'importation. C'est comme ça que nous agirons efficacement pour une économie plus juste, pour créer des emplois agricoles, pour les revenus paysans, pour l'écologie et pour notre souveraineté alimentaire. Alors que nous sommes une grande nation agricole, nous importons 53% de la viande ovine que nous consommons, 44% des volailles, etc., etc. Nous devons diminuer nos importations alimentaires et relocaliser. Le groupe LFI-NFP propose donc des réponses claires. Assumer un protectionnisme solidaire ou s'opposer à tout accord UE-Mercosur, quelles qu'en soient les clauses. Instaurer une taxe kilométrique et un prix minimum d'entrée de certains produits agricoles dans le cadre de mesures anti-dumping. Recourir à tous les outils à notre disposition, comme les mesures de sauvegarde spéciales prévues dans les accords de l'OMC. Nous proposons des amendements pour que cette PPRE soit véritablement à la hauteur des enjeux pour faire face à la concurrence déloyale et agir pour le revenu paysan. J'espère qu'ils seront votés afin de répondre structurellement aux attentes de nos agriculteurs et aux besoins alimentaires du pays. Merci. Merci beaucoup, Madame la rapporteure, pour une courte réponse. Oui, juste vous répondre peut-être dans une première phase, mais je continuerai après. Nous ne sommes pas dans, à travers cette PPRE, l'ambiguïté embarrassante, vous voyez,
de voter contre le Mercosur à Paris et de voter pour à Bruxelles. Ce n'est pas du tout la ligne aujourd'hui défendue par le groupe socialiste à travers cette PPRE, bien au contraire. Et donc, nous sommes tout à fait dans ce combat face aux excès du libre-échange qui dérégulent, qui démantèlent des filières stratégiques et qui obèrent aussi les revenus de nos agriculteurs. Donc c'est un combat partagé, mais avec des mesures miroirs qui constituent un outil qui nous semble particulièrement efficient. Merci Madame la rapporteure. Pour le groupe socialiste, Dominique Potier. Oui, merci Madame la Présidente. Je voudrais saluer le travail qu'a fait Madame la rapporteure dans un temps très réduit entre le passage de la PPRE en commission d'affaires européennes et la commission des affaires économiques, et saluer en lui souhaitant un bon rétablissement la présidente de la commission des affaires économiques, Aurélie Trouvé, qui a trouvé les moyens et le temps de vivre, que nous puissions vivre ce moment d'adoption en commission d'affaires économiques. Le hasard fait que cela s'enchaîne très bien avec le débat que nous avons eu dans l'hémicycle. Et je salue également le fait que la ministre Sophie Primas, je crois aussi Annie Genevard, mais elle ne l'a pas dit publiquement, ait noté que nous avions une proposition originale. Non seulement nous étions unis pour dire non dans une totale clarté au Mercosur, sans ambiguïté, nous avons même été le seul véhicule à un moment donné qui a permis de le faire aux affaires européennes, mais de plus nous apportons une solution qui, au-delà du Mercosur, est une proposition universelle pour installer des principes de réciprocité sur des normes, non pas européennes, je voudrais corriger nos collègues de LFI, mais des normes reconnues universellement par la science comme respectant les limites planétaires. Je pense aux accords de Paris, je pense aux normes sanitaires sur la santé humaine, One Health, etc. Donc des principes universels mis en œuvre dans des clauses de réciprocité qui ne sont pas des clauses miroirs. Je voudrais préciser, vous avez bien précisé la chose, mais qui sont des mesures miroirs. Les clauses miroirs, c'est les conditions d'un accord commercial. Elles sont limitées à cet accord commercial. Les mesures miroirs ont un caractère universel. Il rappelle, voilà. Bon. Vous avez rappelé la force de cette proposition qui est issue de la commission d'enquête sur les pesticides et la persistance de la part de la phytopharmacie dans l'agriculture, malgré les efforts de 15 ans de politique éco-phyto qui ont globalement échoué. Et nous étions à la recherche, beaucoup de nos interlocuteurs au sein de la commission étaient hostiles aux exigences environnementales et sanitaires portées par notre agriculture au nom des concurrences déloyales. Ça nous a fortement motivés à trouver des solutions qui ne soient pas protectionnistes, mais qui installent les principes d'un juste échange. Et c'est dans cette recherche-là que nous avons énoncé les 4 propositions, que je ne vais pas rappeler, hein, extension du domaine de l'affichage par la réforme du régime INCO, harmonisation des normes européennes à l'échelle des États membres, bien sûr tolérance zéro pour l'entrée des pesticides, vous l'avez dit, et surtout cette capacité à installer un contrôle ex ante, donc sur les sites de production, inspirés des méthodes du commerce équitable et de l'agriculture biologique. Je crois que tout le monde les connaît. Elles ont fait leurs preuves. C'est bien dans les champs et dans les conditions de production qu'on vérifie le respect des cahiers des charges. Ce n'est pas dans le port ou les aéroports. Il faut faire les deux, mais c'est évidemment la méthode la plus efficace. Cette proposition est en train de prospérer et ça serait une fierté pour nous d'avoir apporté une contribution au débat. Je le dis avec force, si d'autres trouvent une meilleure idée, nous nous en réjouirons profondément. Mais dans l'attente que ce moyen-là, s'il ne pouvait ne pas suffire, au moins soit satisfait. C'est le sens de la proposition que nous portons avec vous. Je voudrais simplement vous interroger dans les quelques secondes qui vous restent, chers collègues, sur la question des clauses sociales. En PPRE, on l'avait à peine évoqué. Vous avez creusé cette question. Est-ce que vous pouvez nous dire plus sur la perspective de ce que pourraient être des mesures miroirs qui intègrent la question sociale à laquelle nous sommes tous très sensibles, la santé des travailleurs de la terre et la santé humaine des consommateurs? Merci. Merci, Monsieur Potier. Madame la rapporteure, pour rassurer notre collègue. Oui, alors ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, il y a une attente forte des filières par rapport à notre travail et que c'est aussi de la continuité dans l'action parlementaire, puisque vous l'avez bien rappelé, chers collègues députés, qu'il y a la commission d'enquête sur les pesticides qui nous a permis notamment de souligner qu'il y avait un certain nombre de concurrences déloyales aujourd'hui dans lesquelles étaient emprisonnées un certain nombre de filières dans le monde agricole. Et donc en découle aujourd'hui toute cette réflexion et cette recherche de propositions concrètes, immédiates, qui viennent répondre aujourd'hui à une attente forte face au blocage qui persiste dans l'organisation et le système européen.
Et aujourd'hui, voilà, pour améliorer aussi l'impact social de tels traités, voilà, il y a un travail aujourd'hui qui est fait avec les filières notamment. Nous avons auditionné ces filières qui nous ont dit que, en termes d'emploi direct ou indirect, il y aura des conséquences très fortes dès lors que ces traités sont mis en œuvre. Et donc, il y a une vraie réflexion sur l'échelle à laquelle on travaille aujourd'hui sur le format de notre agriculture et sur la rémunération aussi de nos agriculteurs. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Pour le groupe Droite républicaine, Vincent Rolland. Madame la présidente, Madame la rapporteure, chers collègues, la proposition de résolution européenne que nous examinons ce soir soulève des enjeux intéressants, notamment sur l'opposition au Mercosur, mais n'apporte pas totalement les bonnes réponses aux problèmes de la concurrence déloyale que subissent nos agriculteurs. Comme le souligne le texte, il est indéniable que l'agriculture française et européenne fait face à une concurrence déloyale de la part de productions importées qui ne respectent pas nos normes. À cet égard, le texte propose que les importations en provenance de pays extra-européens, en particulier pour les produits alimentaires et phytosanitaires, respectent les normes européennes, que les clauses miroirs soient mises en place et que les contrôles soient renforcés. Ces mesures sont particulièrement pertinentes. Il est essentiel de renforcer notre législation européenne. Nous sommes opposés à l'accord Mercosur et sur le fait qu'il ne doit pas y avoir de scission de l'accord pour prévenir tout contournement par la Commission européenne du processus de ratification par les parlements nationaux. Cependant, sur la question de la concurrence intra-européenne, au lieu d'alléger la situation de nos agriculteurs, nous craignons que ce texte défende des mesures trop contraignantes. À cet effet, vous proposez une harmonisation des normes entre les États membres par le haut. Soyons clairs, nous ne soutenons pas cette harmonisation si elle signifie imposer des contraintes supplémentaires à nos agriculteurs. Nous ne voulons pas que la France, déjà championne en la matière de surtransposition, devienne un véritable labyrinthe normatif pour nos agriculteurs, ni que l'Europe suive cette voie. Ce que nous voulons aussi, c'est la suppression des normes excessives qui entravent l'activité économique et la compétitivité de nos agriculteurs. Nous devons travailler à un avenir où nos normes garantissent la qualité des produits alimentaires, mais sans compromettre la viabilité économique de notre agriculture. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Merci, monsieur le député, pour votre intervention. Vous parlez effectivement des standards sur lesquels on veut bien se positionner à l'échelon européen. En tout cas, pour ma part, je considère qu'il s'agit là de l'enjeu de la santé humaine, mais aussi de la santé environnementale. Il s'agit aussi des questions de bien-être animal. Et donc, dès lors que la France se montre en locomotive en matière de standards vertueux, de normes vertueuses, il me semble que c'est un combat que nous devons mener et surtout ne pas lâcher au sein de l'Union européenne. Et aujourd'hui, les mesures miroirs que nous défendons, elles se veulent protectrices en la matière. Donc, y compris au niveau des concurrences intra-européennes, ces mesures miroirs, eh bien, elles sont là aussi pour harmoniser dans le même sens l'ensemble des pays. Et il faut le dire, il y a aussi quand même au sein de l'Europe une partie des phénomènes de distorsion de concurrence qui sont aussi liés à certaines pratiques dérogatoires au sein de l'Union européenne. Et donc, pour ma part, je considère qu'il faut y mettre fin. Merci, Madame la rapporteure. Pour le groupe écologiste et social, Benoît Biteau. Merci, Madame la présidente. Pour comprendre ce dont on parle là, il faut intégrer le fait que depuis plusieurs décennies, on a déployer une économie mondialisée qui a entraîné la spécialisation de zones de la planète. Cette spécialisation entraîne l'utilisation massive de pesticides, l'utilisation massive d'engrais de synthèse, tout simplement parce qu'on s'est éloigné des fondamentaux de l'agronomie. C'est-à-dire que quand on fait de la rotation des cultures, eh bien on est moins dépendant de pesticides, on est moins dépendant d'engrais de synthèse, mais la rotation des cultures, c'est l'inverse de la spécialisation de zones de la planète. Du coup, il a fallu, je pense, pour essayer de
de nous préserver de ce qui menace la souveraineté alimentaire. Vous allez m'entendre dire souvent ça, hein, ça doit être la 3e fois que vous m'entendez le dire aujourd'hui. Ce qui menace aujourd'hui la souveraineté alimentaire, c'est pas la réduction des pesticides, c'est pas la réduction des engrais de synthèse, contrairement à ce que je viens d'entendre, c'est l'effondrement de la biodiversité, c'est le dérèglement climatique. Et donc, nous devons effectivement porter des normes qui nous permettent de préserver cette souveraineté alimentaire, parce qu'on saura préserver la biodiversité, parce qu'on saura préserver le climat. Et donc, la tentation est grande de vouloir affaiblir les normes pour essayer de s'aligner sur les moins 10 ans. Nous devons faire l'exact inverse, c'est-à-dire porter des normes exigeantes et faire en sorte que ce que nous portons en Europe soit la règle à l'échelon continental pour nous préserver de ce qui menace vraiment la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire, je répète, l'effondrement de la biodiversité et le dérèglement climatique. Alors, dans cette économie mondialisée, effectivement, on assiste à des accords de libre-échange. C'est expliquer pourquoi on a affaire à des accords de libre-échange, c'est tout simplement parce que les discussions multilatérales sont parfaitement en panne. Et quand les discussions multilatérales sont en panne, eh bien, la nature ayant horreur du vide, on se réfugie sur des accords bilatéraux qui, eux, sont absolument désastreux parce que, justement, on n'intègre plus cette approche globale. Mon propos ne consiste pas à dire qu'il ne faut plus échanger à l'échelon planétaire. J'adore le cacao, j'adore le thé, il faudra continuer d'échanger à l'échelon planétaire. En revanche, on doit essayer de travailler sur des accords multilatéraux de manière à ce qu'on ne soit pas dans les incohérences auxquelles on est confronté aujourd'hui. Par exemple, importer de l'agneau de Nouvelle-Zélande pour ensuite imposer aux producteurs d'agneaux en Europe d'aller trouver des débouchés en Chine, par exemple. Donc vous voyez bien qu'on est parfaitement dans l'incohérence. Et donc les mesures miroirs sont la réponse. Moi, je plaide pour que ces mesures miroirs soient gravées dans le marbre et qu'on les grave dans le marbre dans une partie de la politique agricole commune. La politique agricole commune, c'est 3 rapports. C'est les plans stratégiques, vous les connaissez tous, c'est les aides aux agriculteurs. C'est les dérèglements horizontaux, c'est la contrôlabilité. Mais il y a un rapport extrêmement important quand on parle des mesures miroirs, qui est l'organisation commune des marchés. Eh bien, nous devons faire en sorte que ces mesures miroirs soient gravées définitivement dans le marbre, dans le cadre de l'organisation commune des marchés, qui est le rapport de la PAC qui nous permettrait d'exiger, quelle que soit la zone de la planète, à ce que toutes ces normes soient respectées pour tous les produits qui rentrent sur le territoire européen. Merci beaucoup, Madame la rapporteure, en réponse. Merci, chers collègues, pour votre intervention. Je salue en passant d'ailleurs votre amendement au moment où vous aviez débattu au sein de la Commission des affaires européennes pour rappeler l'importance de l'investissement en matière de recherche agroécologique en particulier et de transition agroécologique. Donc c'est un combat qui est évidemment partagé. Et ce rapport a été l'occasion notamment de rappeler qu'aujourd'hui, avec l'accord commercial UE-Mercosur, c'est 170 000 hectares au bas mot de nos prairies qui sont aujourd'hui menacés d'être retournés. Donc c'est aujourd'hui un combat qui est mené parce que la biodiversité, les menaces de déforestation, elles concernent les pays du Mercosur, mais c'est aussi notre environnement en France qui aujourd'hui peut être menacé. Vous avez raison. Et je terminerai en vous disant que par chez moi, quand on scelle un accord d'importance, on ne le grave pas dans le marbre, mais on le grave dans le granit, pardon. Et donc voilà, particulièrement preneuse également que ces mesures miroirs, si elles sont actées, soient aujourd'hui reconnues comme un système universel et qui perdurera dans le temps. Pour le groupe démocrate, Pascal Lecamp. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, j'en déduis que vous êtes bretonne. Chers collègues, on aura rarement autant parlé de commerce extérieur aujourd'hui et soyez sûrs que pour un ancien de Business France, c'est un réel plaisir, en tout cas un vrai bonheur. Tout ce que nous avons dit en hémicycle sur le Mercosur, Benoît Biteau en tête, doit nous permettre de jeter les bases pour le futur. De ne pas être seulement dans la réaction, dans le bon mot, dans celui qui sera le plus contre le Mercosur ou le moins naïf sur le libre-échange. Je l'ai dit en hémicycle tout à l'heure et je le pense réellement, ce n'est pas rien pour quelqu'un qui a passé sa carrière à faire de l'export. Quelle Europe voulons-nous demain ? Quel rapport au monde voulons-nous ?
La résolution qui nous est proposée par la rapporteure est une pierre dans la construction de la position française. Ce n'est pas la première pierre, on a déjà posé d'autres jalons. Je pense au blocage de l'adoption de l'accord entre l'UE et le Mercosur dès 2019, je pense au rapport Ambec et en conséquence au constat lucide du caractère obsolète du produit des négociations de la Commission européenne démarrée en 1999, je pense au portage au plus haut niveau de cette priorité par le président de la République lors de la présidence française de l'Union européenne en 2022. Toutes ces prises de position fortes françaises, qui ont parfois été mal reçues par nos partenaires européens, sont le résultat d'une immense mobilisation de la société civile ici et chez nos voisins. Je pense aux syndicats agricoles, aux associations environnementales, aux associations des droits humains, du bien-être animal. Elles se sont toutes unies pour nous faire réagir. Je rappelle tout cela pour nous dire que le temps de la réforme est venu. Nous accueillons donc avec une grande bienveillance la proposition de résolution que vous portez, chers collègues, le juste échange, qui doit permettre aux standards de nos productions sanitaires, environnementaux, sociaux, de nos partenaires de s'élever concrètement pour pouvoir bénéficier des droits de douane supprimés ou très favorables. En fait, utiliser le libre-échange, les mesures miroirs dont vous venez de parler, pour tirer vers le haut tous ces standards, toutes ces normes à l'échelle internationale. Ici, la question de l'inversion de la charge de la preuve est essentielle. Il y a une autre question qui ne doit pas être oubliée, les contrôles aux frontières et la coopération avec les services vétérinaires locaux pour résoudre certains problèmes agricoles, comme vous le savez, chers collègues. Et j'ai participé à certaines de ces négociations dans certains pays où j'étais, et ça peut marcher. Le groupe démocrate soutiendra donc cette résolution et appelle à l'unité sur ce sujet afin qu'elle vienne nourrir les discussions internationales dans les années à venir et orienter la position diplomatique de la France, notamment à l'OMC et notamment dans le cadre de négociations multilatérales. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Merci, monsieur le député, pour votre intervention. Ce que je voulais effectivement consolider dans ma réponse, c'est que vous avez parfaitement raison de dire que nous sommes aujourd'hui dans un temps opportun pour organiser la réforme que nous voulons pour à la fois réformer l'agriculture, les échanges au niveau français, européen et avec les pays tiers à travers lesquels nous organisons aujourd'hui nos échanges exportation-importation. Vous avez rappelé de façon pertinente que c'est important d'avoir une ambition de porter des normes vertueuses. Ça fait partie de la dynamique de l'Union européenne et de la France, de tirer vers le haut les standards agricoles. Et vous avez aussi raison de rappeler que parmi les mesures miroirs, s'il ne devait en rester qu'une, la question de l'inversion de la charge de la preuve, notamment avec la question de la certification directement dans les pays tiers par des organismes agréés, eh bien, vous voyez, ce sont des mesures concrètes qui, aujourd'hui, pourraient délivrer un certain nombre de filières agricoles qui sont aujourd'hui totalement victimes de ce système du libre-échange aujourd'hui. Donc, nous avons des outils à notre disposition. Il est temps de réformer à l'échelle européenne eh bien, ces mesures qui pourront aider de façon très efficace le monde agricole. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Pour le groupe Lyot, David Tocquiac. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, chers collègues. Le monde agricole oscille entre colère et désarroi. Colère parce que de nouveau, il risque de se voir imposer un accord de libre-échange qui leur est défavorable. Une fois de plus, ils seront la variable d'ajustement d'une politique commerciale européenne qui fait trop peu attention à la question agricole. Désarroi parce qu'ils nous alertent année après année sur la perte de souveraineté alimentaire française. Et pourtant, rien ne semble arrêter la course effrénée aux accords commerciaux. L'accord avec le Mercosur pourrait être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il prévoit de nouveaux contingents pour l'importation de maïs, de sucre ou encore de viande bovine, avec le risque de faire baisser les prix du marché européen et avec eux le prix payé aux agriculteurs. Pire, cet accord risque de favoriser l'importation de produits qui ne sont pas aux normes européennes. Des hormones, des antibiotiques ou encore des pesticides que nous avons interdits en raison de leur dangerosité seront de facto consommables en Europe. Nous ne pouvons laisser nos agriculteurs seuls face à cette injustice. Nous nous devons d'agir pour faire évoluer un système et une politique commerciale qui leur est défavorable. Évidemment, nous soutenons toute initiative prise par le gouvernement pour mettre fin à l'accord avec le Mercosur, comme c'était le cas cet après-midi.
La volonté de la ministre de l'Agriculture de trouver une minorité de blocage va dans le bon sens. Mais il nous faut aller plus loin pour encourager la refonte de la politique commerciale. Contrairement à d'autres sur ces bancs, je ne pense pas que ce soit nos normes qui menacent notre souveraineté alimentaire. Notre volonté de protéger nos concitoyens européens de produits phytosanitaires dangereux pour leur santé et l'environnement est légitime. Ce qui ne l'est pas, en revanche, c'est que nous acceptions d'importer des produits qui ne s'y conforment pas. Comme vous, Madame la rapporteure, je crois en la fermeté. Il nous faut imposer des limites résiduelles égales à 0 pour les produits phytopharmaceutiques déjà interdits au sein de l'Union européenne. Comme nombreux ici, je pense que la solution passe par la mise en place de mesures miroirs. Comme vous, enfin, je crois en la nécessité d'opérer un travail d'harmonisation des normes au sein de l'Union européenne. Vous l'aurez compris, mon groupe, résolument défenseur d'une agriculture française de qualité, votera pour cette proposition de résolution. Merci beaucoup, chers collègues. Madame la rapporteure. Merci, chers collègues. Vous avez raison de rappeler le désarroi du monde agricole dans la période, sa colère aussi. Et peut-être que nous pouvons rappeler que ce soir, tout particulièrement, le monde agricole a observé de près le message du Parlement. Donc nous avons une immense responsabilité dans les décisions que nous prenons pour eux. Il s'agit, à travers cette proposition de résolution européenne, tout comme à travers le vote consultatif tout à l'heure, de faire pression sur la Commission européenne, mais aussi auprès du président de la République pour qu'il prenne aujourd'hui les bons engagements et qu'il trouve la force nécessaire pour faire entendre la voix de la France. Il s'agit d'envoyer un message à Bruxelles pour éviter la scission de l'accord. Et je crois que constituer une coalition suffisamment forte pour porter ce message de la sauvegarde de notre agriculture française et européenne, c'est évidemment un objectif que nous partageons. Et donc cette PPRE, elle vient compléter quelque part l'arsenal avec ces propositions innovantes. Et donc merci de les porter à nos côtés. Merci Madame la rapporteure. Nous en avons donc fini avec les expressions des orateurs de groupe et j'ai une demande de Monsieur Dominique Potier pour le groupe socialiste et également une demande ensuite. Monsieur Potier. Oui, merci Madame la Présidente. Juste réinterroger peut-être Madame la rapporteure sur la suite de ce texte. Parce qu'après, on va passer aux amendements. J'espère que ça sera adopté, etc. Mais c'est la suite qui m'intéresse. Est-ce que vous pouvez nous dire le sens d'aller dans l'hémicycle pour continuer à débattre et du Mercosur et des mesures miroirs, en distinguant bien les deux sujets. Et puis, comment est-ce qu'on passe d'une résolution européenne à une interpellation du Parlement européen, de la Commission, etc. Merci. Bon, écoutez, je crois que dans la continuité de votre travail, monsieur le rapporteur, c'est-à-dire à la fois la voix et l'avis de la Commission des affaires européennes et l'avis de la Commission des affaires économiques, le but est de nous faire entendre à l'échelle de l'Assemblée nationale pour faire inscrire en séance, c'est cela l'objectif, faire inscrire en séance l'examen de cette proposition de résolution européenne. Et bien entendu, le but, c'est que notre Parlement national puisse être le porte-voix de propositions concrètes et innovantes que nous souhaitons par la suite et bien pouvoir relayer au niveau du Parlement européen et puis surtout de la Commission européenne. En tout cas, je suis persuadée que le gouvernement aujourd'hui est en mesure de travailler avec pragmatisme autour des propositions des parlementaires. C'est nécessaire dans la période que le gouvernement opère ce compromis du travail avec les parlementaires lorsqu'il fait des propositions à l'échelon européen. Merci beaucoup, Monsieur Lépinault, pour le Rassemblement national. Merci, Madame la Présidente. Madame la rapporteure, une question un peu poil à gratter, mais il faut aussi rattacher nos considérations à ce que vivent nos paysans au quotidien. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en réalité, les clauses miroirs, c'est en fait un miroir aux alouettes, c'est-à-dire une illusion d'un équilibre, alors que celui-ci n'existe pas? Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, à partir du moment où on voudrait rendre les clauses miroirs vraiment efficaces, ne pensez-vous pas qu'il faudrait transférer la masse des contrôleurs qui, jour après jour, s'acharnent sur nos agriculteurs pour les consacrer au contrôle des produits d'importation qui, normalement, sont encadrés par les traités internationaux qui nous intéressent? Madame la rapporteure. Merci, monsieur le député. Pour vous répondre,
de façon très simple, je crois qu'il ne faut absolument pas confondre les clauses miroirs avec votre élément de langage du miroir aux aluettes, avec les mesures miroirs. Ce sont deux choses différentes, ce sont deux combats différents. Les clauses, elles interviennent dans les circonstances d'un traité. Donc, quelque part, elles sont un peu opportunistes parce qu'on les présente dans le cadre d'un traité bilatéral entre deux pays tiers, ou en tout cas entre l'Union européenne et un pays tiers. En revanche, les mesures miroirs, c'est tout autre chose, parce que là, nous considérons qu'il est désormais temps de refonder le système universel de protection de l'Union européenne. Et ces mesures miroirs, parmi elles, tout à l'heure, nous avons eu l'occasion d'en faire la mention, il y en a une en particulier qui permet de dire que d'accord, c'est très bien qu'il y ait des contrôles aux douanes, il faut certainement les renforcer, mais pour des questions budgétaires, c'est sans doute compliqué de tout miser sur les contrôles au niveau des douanes pour protéger, ou en tout cas pour contrôler les importations au sein de l'Union européenne. Et donc nous proposons une autre solution qui consiste à proposer à des organismes assermentés par l'Union européenne, des organismes agréés, d'aller directement contrôler les conditions de production des produits agricoles dans les pays tiers. Ce sont des choses qui se font très bien pour la filière biologique, qui a déjà ces processus qui sont mis en œuvre et reconnus. Et puis d'autre part, si vous vivez comme moi dans une circonscription rurale, eh bien de façon très régulière, des pays tiers viennent régulièrement visiter nos territoires lorsque nos territoires exportent vers leur pays. Vous voyez, par chez moi, on produit du lait qui est exporté vers la Chine. Eh bien régulièrement, il y a des contrôleurs chinois qui viennent regarder jusque dans les parcelles de nos agriculteurs, comment aujourd'hui on produit le lait en Bretagne. Donc vous voyez, si d'autres pays sont capables de le faire, je pense que l'Union européenne est en capacité d'avoir ce type d'exigences et de les mettre en œuvre avec fermeté, mais aussi avec le souci de préserver avant tout la qualité de nos normes qui sont d'abord imposées à nos agriculteurs. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Je pense que tout le monde a pu s'exprimer. Si c'est bien cela, je vous propose de passer aux amendements sur l'article unique. Donc j'appelle le premier amendement de Madame Igné. Merci Madame la Présidente. Importer en France des produits agricoles qui ont reçu des traitements interdits en France, c'est pire qu'un non-sens, c'est suicidaire pour l'agriculture française. Et c'est notamment ce que demandent les agriculteurs face au traité de libre-échange Mercosur, c'est d'interdire l'importation de produits qui auraient reçu des traitements interdits en France. Et il semble que c'est de l'ordre du bon sens. Mais en l'occurrence, ce n'est pas la position qui est proposée par tous, et c'est aussi quelque chose que l'on voit s'appliquer même au sein de l'Europe. Et aujourd'hui, Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture par exemple, est en train de vouloir revenir en arrière sur la protection particulière que la France propose sur la question des produits sanitaires. Or, je crois qu'il faut, en tant aujourd'hui que responsable des politiques publiques, que nous allions vers le mieux-disant, à la fois pour les agriculteurs, pour leur santé, mais aussi pour la santé des consommateurs. Et donc, pour ce faire, ne pas aller vers le moins-disant, mais au contraire, renforcer, et ici, c'est ce que propose cet amendement, adopter une approche d'interdiction totale d'importation des produits traités avec les substances les plus dangereuses. Merci. Madame la rapporteure, votre avis sur cet amendement ? Merci Madame la Présidente. Écoutez, j'ai bien compris effectivement la démarche initiée, Madame la députée. Donc je rejoins votre proposition et initialement la mention de moyen terme qui était esquissée dans cet alinéa apparaissait sans doute superfétatoire. Donc si les délais de mise en œuvre de l'objectif d'interdiction totale d'importation traitée avec les substances les plus dangereuses peut être long, il ne doit pas, en revanche, empêcher pour autant d'agir avec fermeté. Et cela rejoint évidemment toutes les prises de parole que j'ai pu avoir auparavant. Donc l'avis est favorable. Merci. Y a-t-il des expressions ? Oui, Monsieur Vogetta. Oui, merci Madame la Présidente. Il me semble, si je comprends bien l'amendement, que vous proposez que la France donc aille plus loin que ses partenaires européens sur l'interdiction de certaines pratiques, de certains produits, de certaines importations et donc exportations auxquelles est exposée l'agriculture française. Donc, ce faisant, nous courons le risque d'être plus royalistes que le roi, si je puis me permettre,
plus restrictif que nos partenaires de l'Union européenne, et donc en surtransposant, de mettre nos agriculteurs en situation difficile, puisqu'ils seraient en situation de ne plus pouvoir être sur des bases de concurrence équitable vis-à-vis de nos partenaires européens, alors que nous décidons collectivement en tant qu'Européens les normes qui doivent s'imposer sur notre continent. Si nous décidons d'aller plus loin et plus vite que nos partenaires, malheureusement, cela part sans doute d'une bonne intention, mais cela met en déséquilibre nos agriculteurs, et pour cela, nous sommes en principe contre cet amendement. Monsieur Potier. Oui, réponse en 2 temps à dire à notre collègue Manon Meunier que le moyen terme que nous avons utilisé en commission d'affaires européennes était un principe de réalité. C'est-à-dire que la délibération européenne va prendre du temps, forcément. Il y a les allers-retours entre la commission, le Parlement, le Conseil, comme vous le savez. Donc c'était une précision technique qui n'a pas de valeur politique, et on se range volontiers à votre logique de simplification, mais ça ne change rien sur le fond. Ça prendra un petit peu de temps. L'important, c'est de déclencher le processus. Et je voudrais rassurer Stéphane Vogetta, sa remarque, et je la comprends, sauf qu'on est dans le cadre d'une proposition de résolution européenne. Donc ce n'est pas la France qui dit nous allons faire la loi en matière de phytopharmacie. Elle dit très clairement, nous invitons la Commission des affaires européennes à mettre en place des limites de tolérance zéro pour rejoindre les limites de quantification que scientifiquement nous pouvons atteindre aujourd'hui. On cesse tous les accords commerciaux sur les tolérances zéro. Et puis, on a un registre des produits interdits ou des produits qui ne sont plus homologués aujourd'hui, c'est très subtil, mais qui ne sont plus homologués dans l'Union européenne et qui pour autant ont été à un moment donné considérés comme dangereux et qui doivent être interdits à l'importation. Donc ça renvoie encore une fois aux travaux de la commission d'enquête sur les pesticides, et c'est une proposition d'harmonie européenne. Je redis que le groupe socialiste, par exemple, est favorable à ce qu'on unifie à l'échelle européenne non seulement l'homologation des substances, des molécules, mais également des produits, pour mettre fin aux distorsions internes à l'Union européenne et être plus efficace dans la protection à nos frontières. Madame Meunier, vous souhaitiez intervenir ? Oui, simplement pour répondre à Monsieur Vogetta. Mais c'est en fait le fond de ce qui fait aussi nos différences de position sur l'agriculture. C'est-à-dire que vous avez employé plusieurs fois le mot concurrence et le mot concurrence en agriculture. Et là, je rejoins ce qu'a dit mon camarade Benoît Biteau tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en agriculture, nous devons changer de logiciel par rapport au libre-échange dans lequel on se trouve, parce que l'agriculture est soumise à l'effondrement de la biodiversité, parce que l'agriculture est soumise au changement climatique, et que si nous n'inversons pas la tendance, nous ne nous poserons plus la question de la concurrence du tout. Ce sera le dernier de nos préoccupations, la dernière de nos préoccupations, parce qu'aujourd'hui, nous devons au contraire mettre la santé des agriculteurs en premier, la santé de l'environnement, qui est aussi l'outil de travail de l'agriculture, en premier lieu. Et pour cela, si ça doit passer par du protectionnisme, que vous souhaitiez tout à l'heure présenter comme un gros mot, eh bien nous l'admettons, nous devons rentrer dans une logique protectionniste pour notre agriculture. Madame la rapporteure, vous souhaitez compléter ? Très très brièvement, juste pour rappeler à monsieur le député que l'objectif de cet amendement n'est pas de délibérer sur l'interdiction totale d'importation de produits. On est plus sur du débat rédactionnel sur les questions de mise en œuvre. Voilà. Est-ce que c'est moyen terme ou pas? Et donc la proposition faite par l'amendement Igné nous semble vraiment pertinent en fait, parce que nous, notre rédaction n'était pas forcément la plus opportune. Bien, je vous propose de passer au vote sur cet amendement qui est... C'est pour avant. Qui est pour 4, 5, 6, 7, 8. Qui est contre? Il est adopté. Le deuxième amendement, monsieur Alexandre. Merci Madame la Présidente. Comme je l'ai expliqué dans ma déclaration préalable, le groupe LFI-NFP considère qu'il convient de préciser avec davantage d'ambition la rédaction de cette PPRE. C'est le sens de cet amendement qui souhaite ajouter un considérant qui mobilise explicitement les conclusions de l'audit mené entre mai et juin 2024 par la Direction générale de la santé de la Commission européenne. Cet audit évaluait les contrôles sur les résidus de substances pesticides ou contaminants dans les produits d'origine animale au Brésil. Le rapport qui en découle pointe un défaut de surveillance et explique que les autorités brésiliennes ne parviennent pas à garantir l'absence de totales substances, parfois cancérigènes, interdites à l'importation dans l'Union européenne. Pour cause, qui peut croire qu'il est possible de vérifier chaque coin de champ de chaque pays? C'est d'ailleurs en cela que les clauses miroirs ont leurs limites.
À l'heure où la Commission européenne essaie d'imposer son accord avec le Mercosur, cet audit pointe les défaillances de contrôle des importations des produits d'Amérique du Sud. Cela légitime le considérant supplémentaire que nous proposons d'ajouter à cet amendement et plus largement notre opposition catégorique à tout accord UE-Mercosur. Merci. Merci. Votre avis, Madame la rapporteure ? Monsieur le député a raison de rappeler l'échec du contrôle des mesures miroirs. Et l'ajout que vous proposez suite à l'audit est particulièrement intéressant parce que cet audit révèle que les contrôles qui ont été réalisés dans diverses exploitations ne respectent pas les règles européennes. Donc, je suis particulièrement favorable à votre amendement. Monsieur Potier. Oui, les données sont présentes dans les rapports de la Commission européenne, étant repris par la Commission des affaires économiques, mais il est bon de les remonter en considérant. Juste pour le partager à nos collègues, la DG Santé a fait les mêmes études d'impact au Canada. Elle a remarqué que sur le simulateur de croissance, il y avait les mêmes défaillances des services vétérinaires. Donc effectivement, les peu de mesures miroirs, les rares mesures miroirs existantes sont inefficientes. Et c'est bien pour ça que l'innovation, c'est l'inversion de la charge de la preuve. Moi, je vous assure, j'ai été agriculteur bio. Quand un contrôleur bio vient dans une ferme, et je crois que Mathilde Digné et Benoît Biteau et d'autres peuvent en témoigner, c'est quasiment une inspection de police. Donc on a un contrôle qui est systémique, avec des prélèvements, etc., un contrôle par la comptabilité, contrôle par la visite, par les analyses. Et je vous assure que c'est ça qui est imaginé pour les pays tiers. Donc on sort de l'amateurisme ou de l'à peu près que vous dénoncez pour rentrer dans un système de contrôle efficient. Donc on sort des mesures alouettes pour rentrer dans des vraies mesures de contrôle. Y a-t-il d'autres expressions ? Non. Donc je vous propose de passer au vote pour cet amendement qui a reçu un avis favorable de la rapporteure. Qui est pour ? Qui est contre ? Adopté. Nous passons à l'amendement de la rapporteure. Non, je me suis trompée. Madame Thaume. Oui. C'est bien ça. Merci, Madame la Présidente. C'est tout simplement un amendement qui nous permet de rajouter une réflexion à l'arsenal des mesures miroirs que nous avons intégrées dans cette PPRE. Tout simplement un amendement qui vise à préciser le sort réservé aux échanges avec des opérateurs économiques des pays tiers qui refuseraient de fournir la preuve de leur respect de ces mesures miroirs. Et donc, nous proposons, dans ce cas de figure, une suspension systématique des échanges commerciaux, en rappelant que l'Union européenne doit faire preuve de fermeté si elle souhaite efficacement protéger ses filières agricoles. Y a-t-il des demandes d'expression sur cet amendement ? Non, donc je vous propose de passer au vote cet amendement de la rapporteure, le numéro 11, avec évidemment avis favorable de la rapporteure. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. L'amendement suivant, c'est l'amendement 6 de Madame Laporte. Oui, merci Madame la Présidente. Alors cet amendement étant à supprimer les derniers mots de l'alinéa 35 qui alourdissent le texte sans réel intérêt et apportent de la confusion plus que de la clarté. En effet, il est question à la fois de mesures de soutien à la transition agroécologique, ce qui est sans lien direct avec la question des importations, et d'efforts de recherche accrus pour abaisser le seuil de détection des substances interdites dans les produits importés. Or, le problème vient-il de lacunes techniques qui nous empêcheraient de détecter des résidus de produits phytosanitaires ? Non, puisque nous sommes capables d'une précision de l'ordre du microgramme. Le problème vient bien sûr du manque de zèle que nous consacrons à faire appliquer nos normes d'importation. Aussi, ces mots déplacent le problème et préjudicient à l'intelligibilité du texte. En allégeant cet alinéa, nous remettons à l'honneur son propos central, à savoir demander la suppression sans délai des tolérances à l'importation de produits contenant des substances interdites au-delà des seuils définis par la réglementation européenne. Je vous remercie. Madame la rapporteure, votre avis ? Oui, cet amendement qui vise à supprimer la mention de la nécessité d'accroître les efforts de la transition agroécologique et de recherche
Parallèlement à la suppression sans délai des tolérances à l'importation sur les LMR, j'y vois là une ambiguïté, voire un désaccord politique assez net. En tout cas, ce sont des efforts soutenus dans la recherche qui nous permettront très certainement de mieux comprendre la dangerosité de certains produits. Et de la même façon, ce sont aussi ces efforts soutenus dans la transition agroécologique qui permettront aux exportateurs des pays tiers de réduire leur dépendance à l'égard de ces substances interdites en Europe. Donc, pour ma part, je pense très pertinent de garder ces précisions dans le texte et donc mon avis sera défavorable. Monsieur Potier. Oui, c'est certainement, je confirme, comme le rapporteur, je pense que c'est un vrai désaccord politique. Combattre le Mercosur, il faut qu'on l'assume. Combattre le Mercosur, pour nous, c'est défendre le Green Deal. C'est défendre une trajectoire en vue de l'agroécologie qui, je le dis ici avec force, j'étais aux 40 ans du CIRAD, donc la coopération agronomique vétérinaire de la France avec les Outre-mer, dans les Outre-mer, mais également avec tout l'océan Indien, l'Afrique, l'Amérique du Sud, etc. Tous les chercheurs réunis nous expliquaient que sans agroécologie, sans respect des écosystèmes, nous allions avoir des pertes de rendement qui contribueraient à affamer le monde alors que notre défi est 10 milliards d'habitants. Donc la décroissance, c'est la poursuite d'un productivisme qui ne respecte pas les écosystèmes. L'agroécologie, c'est produire en respectant les écosystèmes pour garantir dans la durée la capacité à produire. Donc il est très important qu'en dénonçant le Mercosur, nous ne mettions pas fin au Green Deal et que nous ne fragilisons pas l'ANSES, que nous ne fragilisons pas Ecofito et tous les processus d'agroécologie qui malheureusement sont ruinés dans le PLF, mais qu'au contraire, nous faisions un effort redoublé pour engager l'Europe, grâce à cette protection aux frontières, dans une trajectoire de protection de nos écosystèmes. Monsieur Bittot. Oui, faire de la recherche de traces de pesticides dans les produits qu'on importe, c'est d'abord faire le constat qu'ils sont utilisés. C'est-à-dire que quand on recherche des traces, c'est parce qu'on les a utilisés. Et quand on recherche des traces, c'est dans l'objectif de préserver la santé de ceux qui vont consommer les produits qu'on a importés. Mais il faut attraper le sujet beaucoup plus en amont, beaucoup plus à la base. C'est de dire que si on recherche des traces, ces produits ont été utilisés. Et s'ils ont été utilisés, ils mettent en péril le climat, ils mettent en péril la biodiversité, ils mettent en péril la santé de ceux qui les ont utilisés au moment de la production. Et donc, bien sûr que, en l'absence d'interdiction des pesticides, il faut faire ces recherches de traces de pesticides dans les produits qu'on importe. Mais soutenir l'agroécologie, et c'est le sens de ce qu'on défend là, soutenir l'agroécologie, c'est espérer un jour ne plus avoir besoin de faire ces recherches de pesticides puisqu'on les aurait supprimés. Et c'est en les supprimant qu'on tiendra la souveraineté alimentaire. Et il faut arrêter avec vos mythes qui consistent à penser que c'est avec les pesticides qu'on tient la souveraineté alimentaire, c'est avec les engrais de synthèse qu'on tient la souveraineté alimentaire. Je suis moi-même paysan depuis 20 ans. Je produis plus que produisait mon père avec des pesticides et des engrais de synthèse. Donc c'est pas des scientifiques qui le disent, même si je l'ai été avant d'être paysan. C'est des paysans de terrain. Et donc on voit bien que quand on s'attaque à la biodiversité et au dérèglement climatique, là on met en péril la souveraineté alimentaire. Donc on doit soutenir l'agroécologie et quand on aura une agroécologie qui sera suffisamment vulgarisée, on n'aura plus besoin de faire ces recherches. Mais dans l'instant, on utilise les pesticides et donc il faut rechercher les traces. Merci beaucoup, Monsieur Bittot. Il n'y a plus de prise de parole. Je vous propose de passer au vote. Donc, avec un avis défavorable de Madame la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. L'amendement numéro 7, Madame Laporte également. Oui, je vais le soutenir, Madame la Présidente. Monsieur Et là, normalement, c'est un amendement qui devrait satisfaire nos collègues écologistes, socialistes et d'extrême gauche, puisqu'il va fixer en fait un objectif, je dirais, définitif, parce que là, on ne va plus tourner autour du pot. Ça concerne l'article 36, puisque tel qu'il est libellé aujourd'hui dans le projet, on nous dit engager un processus visant à l'interdiction. Non, on ne dit pas visant à l'interdiction, on dit interdire. Voilà, si c'est dangereux, on connaît le produit, on l'interdit. Parce qu'on va se retrouver dans cette situation kafkaïenne où une industrie pétrochimique va continuer à vendre
des pesticides interdits sur le territoire national à des pays tiers qui vont assurer une production agricole qui va revenir chez nous via les traités. Donc il faut être cohérent. Si c'est dangereux pour tout le monde. Parce que quelque part, on a l'impression qu'avec le libellé de l'article 36, il y aurait une sorte de hiérarchisation dans les personnes à protéger. L'Occident riche doit être protégé impérativement des pesticides. Par contre, les pays tiers beaucoup plus pauvres peuvent se contenter parce que ça participe à leur développement. Donc, chers collègues, je crois qu'il faut être cohérent. Il ne faut pas tourner autour du pot. C'est dangereux, on interdit, mais on ne va pas dire on va, dans la durée, dans le long terme, viser à l'interdiction. Donc, c'est la raison pour laquelle nous vous invitons à voter cet amendement numéro 7. Votre avis, Madame la rapporteure, sur cet amendement ? Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le député pour votre amendement que j'ai regardé de près en effet parce que c'est un amendement qui m'a semblé surprenant ou pour reprendre vos mots tout à l'heure kafkaïen. Mais en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que dans ce processus de la PPRE et notre encouragement à mettre en œuvre des mesures miroirs. Nous sommes bel et bien dans un processus que nous souhaitons enclencher. Et donc l'interdiction de l'exportation vers les pays tiers de substances interdites doit bien se faire au terme d'un processus et en particulier d'identification des producteurs européens de substances interdites. Donc pour nous, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est bien un processus. Parce qu'il faut de la concertation aussi en la matière et il faut des avis tiers, des avis scientifiques, etc. Donc je m'étonne d'autant plus de votre fermeté de circonstance parce que dans notre cycle de travail sur les produits phytosanitaires, notamment dans la commission d'enquête sur le plan éco-phyto, vous n'aviez pas véritablement cette position. En tout cas, c'est à contresens des positions prises il y a un an et demi. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, pour terminer, mon avis est défavorable. Merci beaucoup. Monsieur Potier. Ensuite, monsieur Vogetta. C'est un combat qui revient, qui remonte à la loi Egalim. C'est une proposition de cesser d'exporter ce que nous avions interdit chez nous. Parce que les conséquences sur les écosystèmes, sur les organismes humains sont à caractère universel. L'eau au Nigeria, un corps humain au Nicaragua, c'est la même vie, la même humanité. Bon. Donc ce principe très généreux, basé sur le principe tu ne feras pas à d'autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, c'est vraiment un principe universel. Ce principe-là, nous l'avons mis dans la loi. Il y a eu des rebondissements incroyables. Tous ceux qui ont connu cette période, l'acharnement de l'industrie phytopharmaceutique à le faire tomber, à le reprendre, nous l'avons repris dans une autre loi. Il a fallu l'opposition du gouvernement, il a fallu un avis du Conseil constitutionnel pour dire que ce n'était pas inopérant. Mais nous avons toujours une lacune. La lacune, elle concerne les substances. Notre amendement portait, ou les décrets plutôt qui en ont découlé, portaient sur les produits. Donc l'habileté aujourd'hui de l'industrie phytopharmaceutique européenne, c'est d'exporter des substances qui sont ensuite assemblées dans les pays tiers. Donc il faut compléter. Et quand on connaît les dispositifs européens, Benoît Biteau les connaît, d'autres les connaissent, on sait que ça prend du temps, que c'est une négociation entre le Conseil, la Commission et le Parlement. Donc c'est ce processus que nous engageons. Mais notre fermeté, elle ne date pas d'aujourd'hui, elle n'est pas opportuniste, c'est un combat que nous portons depuis de nombreuses années, qui a été tout à fait documenté dans la commission d'enquête et que nous réaffirmons aujourd'hui avec force et sans ambiguïté. Monsieur Vogetta. Oui, écoutez, dans la lignée de mon intervention antérieure sur la concurrence dans laquelle évoluent les acteurs de notre industrie et ceux qui y participent, je pense qu'il y a effectivement un processus qui est contemplé par le règlement européen actuel, que le processus implique le temps qui passe et que ce temps qui passe permettra à ces acteurs de s'adapter. Et de s'adapter vers des produits mieux-disants et des substances mieux-disantes. Et je pense que accélérer, être mieux-disant et être les seuls à être mieux-disants là-dessus, c'est là encore mettre en porte-à-faux nos acteurs économiques et les mettre à mal vis-à-vis de la concurrence. Et pour cela, nous serons défavorables à cet amendement. Il a levé la main. Monsieur Biteau, pour compléter. Oui, beaucoup de choses ont été dites déjà, mais dans l'Union européenne, quand on a des substances dangereuses pour lesquelles des solutions n'ont pas été identifiées, et je me rappelle de la position de vos collègues quand j'étais député européen qui disaient pas d'interdiction sans solution. C'était ça, alors c'est ça votre credo.
Eh bien, il s'avère que dans la réglementation européenne, pour ces substances-là, on a une liste d'autorisation provisoire qui s'appelle la liste des produits à substituer. Et donc, c'est complètement ce que disait Dominique Potier, c'est-à-dire qu'on a identifié des produits qui doivent à terme disparaître, mais pour lesquels on a encore besoin de faire de la recherche pour substituer ces produits. Et donc, la dynamique est engagée dans ce qu'on appelle des produits à substituer. La liste existe. Et donc, si on supprimait cette liste-là, eh bien, effectivement, on télescoperait ce que vous arrêtez pas de nous rabâcher, c'est-à-dire pas de suppression sans solution. Monsieur Lépinot. Quelle tartufferie! Nous, on parle des produits qui sont interdits en France, que l'on va continuer à vendre à des pays tiers, pour que la production de ces pays tiers revienne en France. Alors, je vais donner un exemple très simple, c'est le diméthoate sur la cerise. Les quantités contrôlées sur les cerises venant de Turquie, c'est 10 fois la dose qui était autorisée de diméthoate en France, avant l'interdiction du produit. Donc c'est ça qu'on vise. Mais nous, on est ravis des propos que vous avez tenus concernant cet amendement. En fait, vous vous moquez des paysans français. Voilà, on a la preuve que vous êtes les meilleurs, je dirais, collaborateurs d'une agriculture complètement mondialisée dont ils sont les dindons de la farce. Si c'est interdit chez nous, il n'y a aucune raison que les molécules puissent être vendues dans des pays tiers pour revenir via la production sur le territoire national. Donc vous êtes contre cet amendement, les paysans apprécieront. Bien, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose, Madame la rapporteure? Sinon, je vous propose de passer au vote sur cet amendement numéro 7 avec un avis défavorable de la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? Personne n'est contre. Ah. Alors, laissez-moi compter. 2, 3, 4, 5, 6. Monsieur Lecamp, vous avez 2. Non, mais... et donc, qui était pour? Il est rejeté. Alors, nous passons à l'amendement numéro 9 de Monsieur Bittot. Je vais être très rapide. Il s'agit de la protection des forêts qui prévoyait l'interdiction donc de la commercialisation en Europe de produits issus de terres déboisées à compter du 30 décembre 2024. Celle-ci a été finalement reportée à fin 2025 sur proposition de la Commission européenne le 2 octobre dernier, sous la pression des États-Unis et du Brésil, comme par hasard. Cette décision met en danger des milliers d'hectares de forêt, c'est-à-dire que sur une année de dérogation, on a des milliers d'hectares qui peuvent disparaître, et donc fait courir une atteinte aux droits humains, parce que dans ces forêts, on a aussi des peuples autochtones. Et donc cet amendement propose de rester sur la date du 30 décembre 2024, c'est-à-dire dans quelques jours. Votre avis, Madame la rapporteure? Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, je partage la nécessité que ce règlement sur la déforestation soit mis en œuvre le plus tôt possible, en raison notamment des mesures miroirs qu'il contient. Donc mon avis est favorable. Très bien, je ne vois pas de main levée. Donc je vous propose de passer au vote sur cet amendement numéro 9 avec un avis favorable de la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Nous avons l'amendement numéro 10 qui fait l'objet d'un sous-amendement de la rapporteure. Donc l'amendement numéro 10 de Monsieur Bittot. S'il vous plaît. Oui, pardon. Je ne sais pas. Ça concerne les mesures miroirs, mais j'ai déjà ébauché tout à l'heure mon argumentaire. Il s'agit de dire que sur ces mesures miroirs, on pourrait imaginer que ces mesures miroirs soient installées, gravées dans le granit, dans le cadre de l'organisation commune des marchés, qui est le rapport de la politique agricole commune, qui traite de toutes les mesures commerciales qu'on peut imaginer sur les produits agricoles. Donc moi, je propose que ce soit gravé dans l'OCM et que ça devienne vraiment des mesures miroirs qui s'appliquent à tous les échanges commerciaux sur les sujets de l'agriculture et de l'alimentation. Donc c'est le sens de cet amendement. Merci. Madame la rapporteure, je vous propose de donner votre avis et peut-être de défendre votre amendement, sous-amendement à cet amendement 10 qui est le 12. Oui,
Alors, dans quel sens est-ce que je procède? Je fais d'abord le sous-amendement. Voilà, si vous souhaitez, Bon, mais très bien. on votera le sous-amendement en premier. Bah, écoutez, pour ma part, je suis plutôt favorable à l'amendement qui est porté par mon collègue Biteau. En revanche, par souci de lisibilité rédactionnelle, il me semblait important de le sous-amender pour véritablement retrouver le sens qui était le plus pertinent au vu de la PPRE. Donc, l'objectif est partagé. Il prévoit d'étendre le principe des mesures miroirs aux obligations existantes au sein du règlement sur l'organisation commune des marchés. Mais dans la rédaction, il parle du principe des mesures miroirs du règlement portant organisation commune des marchés. Il laisse entendre que de telles mesures existeraient déjà. Et donc, nous préférons parler d'une nécessaire extension du principe des mesures de façon à coller à notre initiative de mesures innovantes. Très bien. Monsieur Lecamp. Si je peux me permettre sur ce sujet-là, puisque ça existe déjà, c'est le cas, c'est vrai. Ce qui est plus utile, c'est de pouvoir mettre en place un système au niveau européen qui obligerait, je prends des exemples concrets, que les services vétérinaires européens rencontrent les services vétérinaires turcs pour avoir des cahiers des charges communs sur les produits qu'ils exportent ensemble. Ce qui manque aujourd'hui, c'est qu'on met des mesures miroirs, on grave dans le marc ou dans le granit, mais il y a très peu de relations qui activent finalement ce qu'on voudrait nous. Et je pense qu'il y a plus de travail à faire, ça ne va pas être dans la loi, au niveau de la coopération, c'est peut-être un autre ministère ou un autre département de l'Union européenne, pour aller chercher dans chaque pays avec qui on fait des accords, des cahiers des charges sur les sujets agricoles vétérinaires, mais ça peut être autre, ça peut être sur les normes industrielles, qui mettent en face des produits qui sont échangeables. Ce qu'on n'a pas souvent aujourd'hui. Donc tout est prêt du côté européen. Mais il faut qu'on mette des administrations, sans doute des gens, des vétérinaires, des ingénieurs qui puissent... Voilà. Je pense pas que je veux dire que la législation européenne aujourd'hui, je parle sous le contrôle d'un ancien député européen, empêche ça. Très bien. Je vous propose de mettre aux voix le sous-amendement de la rapporteure numéro 12 à l'amendement de Monsieur Biteau, qui était le 10. Qui est pour, avec avis favorable évidemment, qui est contre, il est adopté. Et donc, nous mettons à aux voix l'amendement numéro 10 de M. Biteau, ainsi sous-amendé, qui est pour, qui est contre, il est adopté. L'amendement numéro 13 de Madame la rapporteure. Merci Madame la Présidente. Très simplement, un angle que je souhaitais rajouter à celui des mesures miroirs défendues dans cette proposition de résolution. Je souhaitais, à travers cet amendement, étendre la liste des mesures, notamment au domaine social, en imposant des obligations aux partenaires commerciaux en matière de conditions de travail, de rémunération, d'organisation collective, parce que le droit européen ne compte à l'heure actuelle aucune mesure miroir en matière sociale. Et donc, dans le cadre de cet accord entre l'Union et le Mercosur, cette absence est révélatrice des défaillances de l'Union européenne à affirmer ses convictions et ses valeurs sur la scène internationale. Et donc, nous sommes convaincus que dans l'hypothèse de nouveaux accords commerciaux qui viendraient à être adoptés, ceux-ci devraient être des leviers d'influence politique. Et en la matière, l'Union européenne a un message fort à passer. Monsieur Potier, sur cet amendement. Une simple précision à Madame la rapporteure, c'est le droit européen s'est enrichi en avril dernier d'une directive CS3D sur le devoir de vigilance qui est née ici, qui a été reprise par plusieurs pays, qui est devenue une directive européenne, qui est vraiment faite non seulement pour protéger les écosystèmes, notre maison commune, la nature, mais également les droits humains. Moi, je crois que votre inclusion des mesures sociales dans les mesures miroirs, c'est de manière systémique, c'est très important, mais c'est en complément d'une arme lourde, celle des tribunaux qui peuvent condamner une multinationale qui n'a pas vérifié que les conditions de la sous-traitance. Je le dis d'autant plus que des procédures ont été engagées concernant la déforestation et les conditions de travail en Amérique du Sud. Donc voilà, donc c'est bien un dispositif complémentaire et c'est ainsi qu'il faut le saluer, mais il existe déjà dans le droit européen. Dans l'attente d'un règlement esclavage moderne et travail des enfants qui avait été promis par
par la présidente de la commission qui n'a pas pu aboutir dans le dernier mandat. Il y a déjà la CS3D. Je le dis parce qu'elle est aujourd'hui attaquée par l'extrême droite, par une partie de la droite et par Business Europe. Donc c'est important de réaffirmer que ce sont des armes importantes pour protéger les droits des travailleurs ici et ailleurs. Merci, Monsieur Potier. Il n'y a pas d'autres demandes de parole, donc je vous propose de passer au vote sur cet amendement numéro 13 de Madame la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. L'amendement numéro 14 de Madame la rapporteure. Merci Madame la Présidente. Un amendement qui fait suite à certaines auditions que j'ai eu l'occasion de mener dans le cadre de la préparation de mon rapport pour la PPRE. De nombreuses filières agricoles, dont celle du maïs, nous ont fait part de leur inquiétude face à l'absence de réévaluation des mécanismes de droits de douane auxquels sont soumis leurs concurrents extra-européens, en particulier dans les pays du Mercosur. Et il nous paraît particulièrement important d'inviter la Commission européenne à réviser les différents cadres douaniers existants de manière fréquente afin de s'assurer de leur compatibilité avec la conjoncture économique internationale et européenne. Par exemple, pour la filière maïs, cela fait plus de 25 ans que ces tarifs douaniers n'ont pas été révisés. Et donc ces réévaluations constituent évidemment une attente pour le monde agricole et peuvent obéir à des modalités différentes dans la mesure où les mécanismes douaniers sont eux-mêmes prévus dans des véhicules juridiques hétérogènes. Merci. Je ne vois pas de main levée, donc je vous propose de passer au vote sur cet amendement de la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Alors, nous avons deux amendements en discussion commune. Le numéro 3 de Madame Igné. Oui, merci Madame la Présidente. Cet amendement, c'est dans la continuité de notre position du débat qu'on a eu cet après-midi et de notre position qui a été exprimée notamment par mon collègue Arnaud Le Gall sur l'accord UE-Mercosur et l'adoption de cet amendement conditionnera, on va dire, notre vote sur ce texte. Pour nous, il n'y a pas de bon accord UE-Mercosur possible pour les agriculteurs, même avec des clauses miroirs ou avec des mesures miroirs, puisqu'on l'a dit plusieurs fois, il n'y a aucun moyen de vérifier que le bœuf importé ne contienne pas d'hormones de croissance, par exemple. Nous pensons que l'agriculture française familiale, elle fait la réputation de la production... elle a sa réputation, elle a de la production française, et nous ne voulons pas que cette plus-value soit sacrifiée sur l'autel d'une compétition mondialisée. Et en fait, nous choisissons donc une autre vision pour protéger l'agriculture. Ma collègue Manon Meunier parlait de protectionnisme, pour protéger l'agriculture française face à cette concurrence mondialisée. Et nous pensons qu'il faut protéger l'agriculture française, notamment pour valoriser notre terroir, qu'il faut mailler le territoire aussi de polyculture élevage, et parce que tout ça contribue aussi au dynamisme des territoires ruraux. Je vous remercie. Madame la rapporteure, pour votre amendement numéro 16, s'il vous plaît. Oui, en effet, je bascule sur l'amendement suivant. Alors, pour ma part, en relisant l'alinéa qui est concerné par ces deux amendements, à savoir l'alinéa 47, j'ai observé une rédaction sans doute un peu maladroite par rapport à la version initiale de la proposition de résolution européenne. Sans doute que la rédaction telle qu'elle m'est parvenue a été diluée au moment des débats dans la Commission des Affaires européennes. Et je crois qu'il était nécessaire, et vous l'avez très bien fait, chers collègues, de réaffirmer à travers votre amendement, mais également le mien, notre opposition à l'adoption de l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Et donc, en l'occurrence, pour votre amendement, j'émets un avis de sagesse. Toutefois, je souhaite
dans la mesure du possible, voir cet amendement, donc c'est le CE3, retiré, pour lui préférer une rédaction plus favorable à ce que nous portons à travers notre proposition de résolution européenne, parce que je crois que l'essence même de cette résolution, c'est de rappeler la nécessité de nous engager pour une mise en œuvre des mesures miroirs efficientes et universelles. Et donc, l'ajout qui est fait dans mon amendement permet de rappeler cela et donc de donner du sens par rapport à cette PPRE. Oui, Madame la rapporteure, je vous rappelle que les deux amendements sont en discussion commune. Donc, si l'un est adopté, il fait tomber l'autre, forcément. Donc, si vous donnez un avis sagesse, voilà, je vous le précise. Monsieur Potier a demandé la parole. Oui, je voudrais dire à notre collègue Igné qu'elle était en Lequin. commission des affaires européennes. Il n'y a jamais eu d'ambiguïté de la part des socialistes qui ont poussé cette PPRE pour pouvoir dire non au Mercosur. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il peut y avoir une rédaction qui de façon maladroite, mais en l'absence de mesures miroirs, nous disons non au Mercosur. Je vais leur dire très clairement notre volonté qui s'est exprimée en commission des affaires européennes, que vous avez d'ailleurs adoptée à ce moment-là, sans ambiguïté, sans tergiverser. C'était vraiment de dire non au Mercosur. Et par ailleurs, de demander des mesures miroirs. Je vais redire un chiffre très simple. Non au Mercosur, c'est dire non à 99 000 tonnes de bœuf en plus qui viennent représenter 170 000 hectares de prairies qui vont être retournées, qui vont faire une bombe climatique et une perte de biodiversité. Mais c'est ne pas oublier qu'on a 200 000 tonnes de bœuf qui rentrent tous les ans d'Amérique du Sud sur notre territoire, qui ne font l'objet d'aucun contrôle. Donc je maintiens que pour le groupe socialiste, c'est à la fois dire non au Mercosur, mais par ailleurs dire que les 200 000 tonnes et tous les autres commerces doivent faire l'objet de mesures miroirs afin qu'on n'ait plus d'antibiorésistance, etc., etc., et les pesticides, etc. Donc c'est très important. Moi, je milite vraiment pour que la bonne lecture de ce qu'est cette PPRE soit l'amendement que vous avez déposé en deuxième, qui, sans confusion, dit à la fois non au Mercosur, oui à de vraies mesures miroirs de manière universelle pour tout le commerce, en dehors des traités, en dehors du Mercosur, partout sur la planète et pour l'existant. Monsieur Lequin. Oui, alors d'abord pour dire que oui, il n'y a pas eu d'ambiguïté en commission des affaires européennes, parce que j'y étais aussi, donc là je soutiens ce que vient de dire M. Potier. Je voudrais seulement corriger que les 90 000 ou 98 000 tonnes dont il parle, c'est pas viennent, c'est viendraient, dans le cas où. Et à ce stade, voilà, on est encore dans le conditionnel et rien n'est signé. Enfin, j'ai pas bien compris la démonstration de Mme Minier, j'aimerais avoir une question, parce que vous dites on veut protéger nos agriculteurs, on veut tous protéger nos agriculteurs. Mais qu'est-ce que vous mettez en place par cet amendement de plus qui protège les agriculteurs? Je n'ai pas bien compris. En tout cas, si je n'ai pas bien compris et j'ai mieux compris votre explication, par sécurité, je serais d'accord avec la rapporteure qu'on privilégie plutôt le deuxième amendement. Voilà. Très bien. Y a-t-il d'autres expressions? Donc, je rappelle... Alors, Madame la rapporteure. Oui, donc je suis évidemment dans le système de cet examen des deux amendements côte à côte, contrainte d'avoir un avis défavorable concernant l'amendement de ma collègue Igné. Donc c'est une rectification par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, ou en tout cas une demande, peut-être plus une demande de retrait d'ailleurs. Permettez-moi de corriger une seconde fois mon propos, demande de retrait, et au profit donc de cet amendement CE16 qui rappelle effectivement toute la pertinence des mesures miroirs. Je voulais rappeler quand même un élément fondateur concernant ces concurrences déloyales. Certaines filières nous en ont parlé quand nous les avons auditionnées. Je prends l'exemple de la filière maïs. Les concurrences déloyales ne sont pas forcément directes. Elles s'infiltrent aussi au sein de l'Union européenne via nos voisins européens, par exemple l'Espagne, par exemple les Pays-Bas avec leurs infrastructures portuaires. Et donc on pourra mettre toutes les mesures protectionnistes qu'on le veut sur notre sol national. En réalité, cette concurrence déloyale, elle peut aussi parvenir jusqu'à la France de façon indirecte au sein de l'Union européenne. Madame Igné, donc il y avait une demande de retrait. En fait, c'était juste pour expliquer aussi notre vision des choses. Quand on dit qu'on est opposé à l'accord UE-Mercosur avec ou sans clause miroir, ou en tout cas sur la question des mesures miroirs, en fait, ce qu'on essaye d'expliquer, c'est de dire que s'il y avait des mesures miroirs, en fait, est-ce que ça justifierait pour autant le fait qu'il y ait du bœuf du brésilien qui arriverait en Europe? En fait, pour nous, les mesures miroirs ne doivent pas justifier le fait qu'on puisse importer du bœuf alors qu'on peut le produire en France, en fait. Et que du coup, ce qu'on essaye de dire, c'est que
les mesures miroirs tant que le système le système mondialisé, de commerce mondialisé et de concurrence des agriculteurs entre eux à travers le monde n'est pas remis en question. En fait, les mesures miroirs, pour nous, elles protégeraient, certes, mais du coup, on continuerait quand même d'avoir une concurrence entre du bœuf brésilien, qui pourrait avoir éventuellement les mêmes normes que nous, parce qu'il y aurait des mesures miroirs. Mais du coup, à quoi bon faire venir du bœuf en Europe alors qu'on peut le produire ici? Enfin voilà, je ne sais pas si c'est plus clair, mais... Oui, alors Madame Igné, donc vous maintenez votre amendement? Oui. Alors, on va passer au vote sur l'amendement de Madame Igné, qui est avec un avis défavorable de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre. 2, 4, 6. Il est rejeté. Donc l'amendement de Madame la rapporteure, le numéro 16, donc il a aussi un avis favorable, évidemment. Donc qui est pour, qui est contre, il est adopté. L'amendement numéro 4 de Monsieur Alexandre. Merci Madame la Présidente. Lors de son passage en commission des affaires européennes, la rédaction de cette PPRE avait été améliorée en invitant explicitement le gouvernement français à s'opposer à la stratégie du slitting que pourrait utiliser la Commission européenne. Pour rappel, ce terme désigne une possible scission de l'accord UE-Mercosur entre d'un côté le volet commercial du traité et de l'autre ses autres dispositions. Cela permettrait au volet commercial de passer outre l'avis des parlements nationaux. Emmanuel Macron clame partout son opposition à ce traité. Alors, pourquoi ne l'a pas-il fait plus tôt ? Pourquoi n'a pas-il fait... Ouh là là, je vais y arriver. Faire capoter cet accord est vital pour le modèle d'agriculture familiale qui façonne, par exemple, l'économie et les paysages de l'Aveyron. C'est pourquoi nous préférons les actes aux belles paroles. Cet amendement vise donc à inscrire noir sur blanc dans cette PPRE le respect du vote du Parlement européen comme condition à la ratification de cet accord. Merci. Alors, Madame la rapporteure, quel est votre avis à cet amendement si bien défendu ? Écoutez, je suis, merci Madame la Présidente, comme mon collègue député très attaché à la seule assemblée élue au suffrage universel direct au sein des institutions européennes. Donc c'est important de reconnaître toute la place du Parlement européen dans les processus de décision et donc aussi comme garant de notre démocratie parlementaire au même titre que l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc vous avez parfaitement raison de faire ce rajout au sein de la PPRE. Et donc avis favorable. Très bien, Monsieur Vogetta, sur cet avis. Écoutez, il nous semble qu'il y a une méconnaissance du droit européen, car en l'occurrence, l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne stipule que le Parlement européen doit approuver tout accord commercial négocié par la Commission européenne avant son entrée en vigueur. Donc à notre compréhension, l'amendement est déjà satisfait dans les faits. Et donc c'est une opinion défavorable. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, Monsieur Bittot ? Il semblerait que dans le cadre d'une séparation de la dimension commerciale, ça donne tous les pouvoirs à la Commission. Hein. Moi, je pense que c'est ça le risque. Hein. Et donc, du coup, alors, je ne sais pas si c'est comme ça qu'est rédigé l'amendement, mais éviter la séparation de la dimension politique et de la dimension commerciale, ça garantit effectivement la consultation du Parlement européen et évite de donner tous les pouvoirs à la Commission sur la partie commerciale. Parce que c'est ça le risque. Et tout ce qui donne plus de pouvoir à la Commission, c'est pas une bonne nouvelle. Monsieur Potier, vous souhaitez rajouter ? Il peut y avoir un petit doute sur le plan juridique, mais sur le plan politique, il n'y a aucun doute que la précaution et la demande de nos collègues LFI est vraiment bienvenue. Dans l'absolu, on en sera tous d'accord. Hein, s'il y a une correction à faire en séance, on la fera pour respecter le droit européen. Mais dans l'attente, politiquement, leur demande est tout à fait justifiée. Elle renforce le pouvoir, bien sûr, démocratique. Au-delà du rôle du Parlement, il y a quand même une décision du Conseil des ministres réunis en format Conseil commerce extérieur le 22 mai, je ne suis pas sûr du 22,
2018 qui dit bien que cet accord est un accord mixte et qui doit donc bénéficier du vote à l'unanimité plus de la ratification dans chaque pays. Donc c'est surtout sur ce sujet-là qu'il faudrait se battre. Là, c'est du droit. Et là, ça, c'est enregistré dans les conclusions du Conseil des ministres. Très bien. Donc, nous allons passer au vote sur cet amendement numéro 4 de M. Alexandre, avec un avis favorable de la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. L'amendement numéro 8 de Mme Laporte n'est pas soutenu. Et nous en arrivons à deux amendements, enfin un amendement faisant l'objet d'un sous-amendement. Donc je vais peut-être faire le sous-amendement en premier. Donc le sous-amendement de Madame Thomas, le numéro 15. Madame la rapporteure. Merci Madame la Présidente. Ce sous-amendement vient effectivement en complément de l'amendement de ma collègue Igné, qui rappelle la nécessité pour l'Union européenne de se saisir des instruments de défense commerciale dont elle dispose autant que de besoin. Et ce rappel nous paraît utile pour compléter la proposition phare de notre proposition de résolution européenne, à savoir l'inversion de la charge de la preuve en matière de respect des mesures miroirs. Et en fait, tout simplement, cet amendement propose de modifier le positionnement et la rédaction de cet amendement afin de mieux l'intégrer dans l'article de la proposition de résolution et de revaloriser son importance. Donc c'est d'abord et avant tout du repositionnement et de l'éclaircissement, mais en tout cas plutôt favorable à ce qui a été énoncé dans l'amendement de Madame Igné. Madame Igné, je vous propose de défendre votre amendement. Du coup, je vais énoncer ce qu'il y a dans l'amendement. Non, mais ici, nous souhaitons donc défendre une autre mesure, à savoir l'activation de toutes les clauses de sauvegarde disponibles, puisque les accords conclus dans le cadre de l'OMC permettent à un pays de se protéger des exportations des pays tiers, notamment si ces importations menacent de causer un dommage à une branche de la production nationale. La clause de sauvegarde spéciale est un dispositif spécifique au secteur agricole. Il pourrait permettre à l'Union européenne d'agir rapidement pour protéger les agriculteurs européens, mais elle a choisi de n'y recourir que très rarement. C'est pourquoi donc, on souhaite que la France défende l'activation de ces clauses de sauvegarde autant que de besoin pour préserver l'agriculture française de la concurrence mondiale. Merci Madame Igné. Madame la rapporteure, votre avis sur cet amendement ? Écoutez, avis favorable et donc avec le sous-amendement qui permet de le repositionner au juste endroit dans le texte. En tout cas, ça a été travaillé avec l'administration de l'Assemblée dans ce sens. Très bien. Donc, je vous propose de voter sur l'amendement 15, sous le sous-amendement 15 de Madame la rapporteure, qui est avec évidemment un avis favorable, qui est pour, qui est contre, et de voter sur l'amendement ainsi sous-amendé numéro 5 de Madame Igné, avec avis favorable de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. L'examen des amendements étant terminé, nous allons voter sur l'article unique de cette PPRE. Qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Et c'est tout. Eh bien, je vous remercie. Donc, la prochaine séance demain matin à 9h30. Bonne soirée à tous. Est-ce qu'on peut juste, avant de partir, féliciter mon administrateur de l'Assemblée nationale pour qui c'était la première séance en commission pour accompagner un député. Bien, Monsieur alors Claude. nous le félicitons et nous le remercions de sa présence ce soir. Bonne nuit à tous.